L'élevage de poulet, c'est un business ultra rentable. L'élevage de poulet, c'est un business qui peut te faire gagner de l'argent aussi rapidement. C'est un business qui peut te faire gagner de l'argent, qui peut te rendre riche. L'élevage de poulet de chair, c'est le business du moment. Là, sur l'élevage de poulet de chair, tu vas faire, que voilà, 50% en 45 jours. Est-ce que l'élevage de poulet de chair, c'est un business qui est aussi rentable? Est-ce que l'élevage de poulet de chair, c'est un business qui est périn? Est-ce que l'élevage de poulet de chair, on peut se projeter sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Est-ce que si on se lance sur l'élevage de poulet de chair, on peut faire de ça un business générationnel? Est-ce que c'est un business qui est générationnel? Est-ce que c'est un business qui gagne vraiment? Donc moi, je viens mettre le pied dans le plat en disant que celui qui se lance dans l'élevage de poulet de chair, je parle ici en Afrique, et je te parle ici dans les données telles qu'en Occident, c'est un business qui n'est pas rentable. Celui qui te dit que l'élevage de poulet de chair, c'est un business qui est rentable, c'est un menteur. Et je vais me préciser encore, si c'est l'agent féminin, c'est une menteuse aussi. Celui qui te dit qu'il fait dans l'élevage de poulet de chair et que c'est un business qui est rentable, dis-lui que Thierry a dit que c'est un gros menteur. J'aimerais qu'il m'explique comment est-ce qu'il calcule sa rentabilité et comment est-ce qu'il fait pour que ce soit un business rentable. Comment est-ce qu'il fait? Donc je prends encore le temps pour pouvoir m'exprimer sur le sujet de l'élevage de poulet de chair. Je sais qu'en Afrique, on a un besoin criant en termes de protéines animales. Mais lorsqu'on parle de protéines animales aussi en Afrique, ce ne sont pas les espèces qui manquent. Je trouve aussi qu'on manque de stratégie lorsqu'on parle du business. Donc moi, quand je dis ici que l'élevage de poulet de chair versus Afrique tel qu'on fait, ce n'est pas rentable pour nous Africains. Tout au contraire, que c'est un business même. Non seulement ce n'est pas rentable, ça appauvrit nos économies. Est-ce qu'il faudrait donc aller importer? Ça encore moins. En important encore les poulets congelés, c'est la meilleure façon de tuer encore nos économies. Comment est-ce qu'on peut faire? C'est ce que je essaie de partager ici avec toi. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager avec toi l'idéologie qu'on devrait avoir. Si on va aller faire des business pérennes, si on va aller faire des business rentables, si on va aller faire des business qui redistribuent la richesse vers le bas, si on va aller faire des business qui vont élever nos économies, si on va aller faire des business qui vont pouvoir donner le pouvoir d'achat à la population, si on va aller faire des business qui vont pouvoir faire en sorte que le panier de la ménagère puisse justement faire face. Donc c'est ce que je vais devoir ici partager ici avec toi. Donc je vais t'inviter de rester vraiment attentivement jusqu'au bout de cette vidéo, parce que ce que je vais partager ici, c'est des pépites. Comme je partage d'habitude. Je ne suis pas que sur le coup des émotions. Je fais que je parle parce que dans le business, il faut être rationnel. Il faut suivre la raison. Et je sais qu'avec l'être humain, c'est-à-dire que tout sauf la rationnel. L'être humain, il faut voir beaucoup plus vers les émotions. L'être humain va beaucoup plus vers les émotions. Et lorsqu'on parle de business, on parle de rationalité, on parle de raison. Et on parle même encore beaucoup plus de stratégie. Tu vois, et le business répond à une idéologie. Donc, permets-moi de le présenter. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits terroirs africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques, de te partager mon mindset. Je viens ici t'apprendre à désapprendre et à réapprendre à nouveau. Donc, je viens te faire comprendre qu'il y a une façon, à laquelle on peut aller faire du business en Afrique et faire en sorte que nos différents pays en Afrique puissent atteindre leur souveraineté alimentaire. Que nos différents pays puissent atteindre leur souveraineté économique, leur souveraineté industrielle,
leur souveraineté sur le plan de la technologie, leur souveraineté sur le plan de la science, leur souveraineté sur le plan, je vais dire, de l'éducation, leur souveraineté sur le plan culturel, leur souveraineté sur le plan, je vais dire ici, de la science et cité, sur le plan, sur tous les plans en fait. Il y a une stratégie qu'il faut mettre en place. Parce que tu vois aujourd'hui, lorsqu'on fait le tour, on constate que les différents pays tels que du monde sont allés en chute libre en termes de souveraineté. Chaque pays qui se respecte lutte pour sa souveraineté. Parce que si tu n'es pas souverain, ben, tu vas suivre tel que justement ce que les autres t'imposent. Et quand je dis ce que les autres t'imposent aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. Je fais cette introduction un peu longue pour que tu comprennes que c'est la loi du plus fort. Et avec l'avènement de Donald Trump au pouvoir, c'est vraiment le bel exemple. J'ai coutume à vous dire ici que nous sommes dans un monde de rapport de force. Nous sommes dans un monde de rapport de force. Qu'on le veuille ou pas, c'est-à-dire que le plus fort qui domine. Qu'on le veuille ou pas, c'est celui qui est plus riche, plus fort. Quand je dis plus fort, c'est que sur le plan de l'armement, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan scientifique, qui domine, qui vient imposer sa vision. Donc lorsqu'on va se lancer en affaires, lorsqu'on parle de souveraineté, ou lorsqu'on parle d'autosuffisance alimentaire, il faudrait qu'on nous diffuse le terme d'autosuffisance alimentaire. Et lorsqu'on parle aujourd'hui aussi de business, il faudrait qu'on sache. S'il s'agit d'autosuffisance alimentaire, moi je dirais que la stratégie que nos différents dirigeants devraient imposer, si on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire en termes de protéines animales, c'est de dire par exemple que dans chaque maison, qu'il y ait 2 poules et un coq, 2 poules du village et un coq. Le coq qui va accoupler, c'est-à-dire que les poules vont faire les œufs. Si c'est les œufs de table qu'on veut manger, on aura les œufs de table. On peut laisser, c'est-à-dire que ces poules-là couver, c'est-à-dire que les œufs, faire des poussins, et voilà comment on pourra avoir, et non seulement les œufs de table, et avoir, c'est-à-dire que les poussins, les protéines animales. Et si, c'est-à-dire que les différents dirigeants, parce que c'est les politiques qui établissent les lois. Donc s'ils établissent ça en disant que dorénavant, dans chaque maison, c'est la loi, dans chaque maison, il faudrait qu'il y ait une poule. Et c'est le gouvernement qui doit impulser ça. Ils peuvent subventionner ça, ils peuvent distribuer que dans chaque maison, une poule, je vais dire 2 poules et un coq. Et on peut commencer, on peut faire des projets pilotes comme ça où on peut prendre dans chaque région, on choisit, c'est-à-dire que des familles, on choisit des groupements de personnes, on leur demande de se mettre en coopérative, où on leur donne les sujets, eux, ils vont élever. Lorsque, c'est-à-dire que voilà, les poules auront les poussins, ils pourront aussi faire la même chose, donner, c'est-à-dire que 2 poules et un coq, redistribuer. Et c'est comme ça qu'avec une politique comme ça, on pourra atteindre l'autosuffisance sur le plan des protéines. Mais tu vois qu'une pensée comme ça, tu me diras, mais Thierry, est-ce qu'on peut fonctionner comme ça, c'est-à-dire en faisant du bénévolat? Comment est-ce qu'on va faire pour gagner de l'argent? Mais tu vois que d'autres esprits, maintenant, qui sont plutôt dans l'idéologie, c'est-à-dire que voilà, du business, dans une idéologie aussi capitaliste de faire le profit. Est-ce que tu penses qu'un dirigeant qui va implémenter un projet comme ça, en disant, je vais pouvoir distribuer à toute la population des poules, je vais mettre des ingénieurs, agronomes, je vais mettre des techniciens supérieurs à l'élevage qui vont venir comme ça prodiguer des conseils en coopérative. Et ces coopératives vont aller dans les villages, aussi éduquer la masse. Et on met un projet comme ça sur 1 an ou sur 2 ans, ou même sur 3 ans, pour que ça puisse bénéficier à toute la population. Un dirigeant qui met une idée comme ça, tu penses qu'on pourra le laisser longtemps?
Tu penses qu'un dirigeant qui émet une idée comme ça, une idée qui normalement devrait être plébiscitée, devrait amener les personnes, les familles, les populations à être autonomes sur le plan alimentaire, sur le plan de la protéine animale. Tu penses qu'une idée comme ça sera bien accueillie? Je te laisse faire un commentaire. Non, une idée comme ça ne sera pas bien acquise. Parce qu'une idée comme ça, c'est pour ça qu'il faut se poser la question, dans quel modèle économique nous sommes? Parce que je vois beaucoup de gens qui veulent aller faire le business en Afrique en mettant la main sur la poitrine, que ce sont des panafricains, ce sont des kémites. Mais lorsqu'ils vont faire le business, ils se comportent, c'est-à-dire que mais tu te poses la question, mais est-ce que c'est un kémite, est-ce que c'est un panafricain? Mais il va avec l'optique de faire du profit. Je fais exprès de mettre le doigt là-dessus. Je fais exprès de mettre le doigt là-dessus. Ils vont avec l'optique de faire le profit. Mais il faudrait donc qu'on sache. Quand tu dis que tu vas aller faire le business parce que tu veux venir aider tes frères, il faut bien que tu expliques c'est quoi le mot aider. Est-ce que tu viens faire le business en Afrique parce que tu viens gagner de l'argent, parce que tu viens faire du profit? Auquel cas, il faut que tu comprennes, que tu saches que vers quel modèle tu vas, vers quel modèle économique tu vas. Le modèle capitaliste consiste à venir faire du profit. Et aujourd'hui, nous sommes, c'est-à-dire que dans un libéralisme à outrance, c'est l'ultra-capitalisme. Et quand on parle de l'ultra-capitalisme s'en fout, c'est-à-dire que de l'égalité. Dans ce monde capitaliste, ça crée des inégalités. Je fais cette introduction pour que tu comprennes très bien là où je vais t'amener. Mais j'ai commencé en disant que l'être humain ne va pas vers la raison. L'être humain n'est pas rationnel. Or que le business demande d'être rationnel. L'être humain va vers les émotions. Ah, je vais venir aider l'Afrique. Je vais venir faire l'élevage de poulets, des poulets de chair. Donc tu vas te poser la question, le poulet de chair. Quand tu te lances dans le domaine de l'élevage de poulets de chair, tu vas aller faire une poule qu'on va élever en 45 jours. Alors que je viens une poule qu'on va élever en 45 jours. Or qu'en temps normal, une poule normale, comme la poule du village, sa durée physiologique est que c'est 5 à 6 mois. 5 à 6 mois pour qu'elle soit mature. Mais toi, de l'autre côté, on te dit que tu peux faire une poule. Tu peux sortir une poule au bout de 45 jours. Mais tu devrais te poser la question que c'est où le piège? Si tu vas sortir un truc en 45 jours, en temps normal, une poule, pour qu'elle soit, voilà, sur le marché, il faut 5 à 6 mois. Tu comprends que quelque part, il y a quelqu'un qui a fait le travail. Mais moi, je viens te faire comprendre ici que un business rentable, c'est un business que tout le monde peut faire. Un business rentable, c'est un business que n'importe quel idiot peut faire. Tu peux prendre n'importe qui pour le faire. Prends l'exemple avec la nature. La nature nous offre tout à foison. La nature nous donne tout gratuitement. La nature nous offre tout gratuitement. Tout est gratuit. La nature nous donne tout gratuitement. Mais à partir du moment où l'être humain commence à vouloir venir prélever dans la nature, apporter une certaine complexité, tu vois qu'il met déjà une barrière. C'est pour ça qu'on a des brevets, on a des brevets d'invention, on a des propriétés intellectuelles. Parce que lorsque tu vas maintenant développer la science, développer la technologie, pour pouvoir faire une poule qui soit en 45 jours, tu vois que ce n'est plus à la portée de monsieur et madame tout le monde. Or qu'en temps normal, je dis une poule locale, tu la prends, tu mets dans la maison, tu jettes juste les graines, tu la laisses gambader, ça ne t'occupe pas. Or que maintenant, la poule, poulet de chair, ça vient avec une posologie. Donc, je dis ici que le poulet de chair ne peut pas être rentable parce que nous n'avons pas le contrôle sur l'ensemble des intrants.
Quand je parle ici intrants, c'est les poussins d'un jour. À l'heure où je te parle, s'il y a des éleveurs qui suivent ça, qui marquent dans les commentaires, on a comme ça des pénuries, des fois de poussins allant de 3 mois, des fois de 6 mois. Comment que ton élevage peut être rentable? Lorsque tu fais une commande, c'est au bout de 6 mois qu'on te livre les poussins. Et des fois, on te livre les poussins. Tu sais que chez nous, encore en Afrique, on vise des fois les périodes de fête. On te livre les poulets des fois en temps mort. À qui est-ce que tu vas vendre? 1, pénurie de poussins. 2, ce n'est pas nous qui fabriquons les vaccins. Tu as des fois les pénuries de vaccins. 3, tu as dit que voilà, l'alimentation, ce n'est pas nous qui avons le contrôle sur l'alimentation. L'alimentation est composée de maïs, de soja, des fois de blé, les sels minéraux. On n'a pas le contrôle dessus. Et à ce moment où je parle, et par rapport à la crise, depuis la crise ukrainienne, depuis plus de 3 ans, tu as vu qu'il y a une pénurie que sur le plan des céréales. Les prix ont gonflé. Les prix ont été multipliés par 2 ou par 3. Ce n'est pas nous qui produisons ces céréales-là. Et les céréales, aujourd'hui, c'est produit qu'en Occident. Produit en Occident, c'est-à-dire que sur des superficies allant de 200 jusqu'à 5 000, jusqu'à 20 000 hectares. Est-ce que nous produisons ces céréales-là? Est-ce qu'en Afrique, on peut produire jusqu'à 20 000 hectares par personne de céréales? Et je vais même venir sur les conséquences de ça. Il faut dire que de l'eau. Nous ne sommes pas autonomes tel que sur l'eau. Il faut dire que de l'énergie, le pétrole. Il faut dire que l'électricité. Il faut dire que même le marché. À qui est-ce que tu vas vendre? Le problème chez nous, même encore, c'est le climat aussi. Ces poulets ne sont pas conçus que pour s'adapter à nos climats. Parce que quand il fait tellement chaud, on a énormément de pertes. Quand il fait chaud, quand c'est les poules pondeuses n'arrivent pas à manger et ça ne fait même pas les œufs de qualité. Donc tu vois, il y a comme ça énormément de contingence. Quand tu parviens même à avoir une bande et que tu arrives à faire sortir, tu n'as pas le contrôle. Le marché n'est pas stable. C'est un secteur qui n'est pas structuré. Donc tu vois, tu es toujours sous l'emprise de chantage des grossistes. Donc tu vois, je viens de t'expliquer tout ce qu'il y a comme charge. Le prix du maïs aujourd'hui a été multiplié par 3. Mais le grossiste, lui, va tout vouloir venir te prendre au prix initial. Il s'en fout de tes charges. Il s'en fout. Et au bout de la chaîne, la ménagère, le contexte, c'est-à-dire que socio-économique, le pouvoir d'achat n'est pas élevé. La ménagère n'a pas le pouvoir d'achat. Comment est-ce qu'elle pourra s'arrimer à ton coût de production? La ménagère n'ayant pas les moyens, elle ne pourra pas aussi acheter ce poulet. Le grossiste aussi va venir te faire le chantage. Quand non, ton poulet n'est pas trop gros, ce n'est pas machin, je prends ça, ceci. Et il ne tient pas compte de ton coût de production. Donc là-dedans, tu es toujours perdant. Ça, c'est les réalités qu'il faut savoir. Ça, c'est les réalités que les gens ne viennent pas vous dire. Je ne vous parle pas de l'élevage des réseaux sociaux. Parce que celui qui est vos différents coachs, je viens vous dire des réalités qu'on ne va pas vous dire. Et je viens vous dire aussi qu'on se doit de sortir des émotions. Moi, je ne suis pas dans l'émotion, je suis dans la raison. Il faut être rationnel. Et je viens aussi vous faire comprendre que le business, il y a une idéologie. Quand tu fais donc un business comme ça, tu enrichis qui? Quand tu fais un business comme ça, tu enrichis clairement l'Occident. Dis-moi, où est-ce que tu as dit quoi là? À quel moment tu as dit quoi là? Tu fais bénéficier de l'économie de ton pays? Ah, tu viens à me dire que non, moi je gagne de l'argent. Mais quand tu gagnes de l'argent, tout cet argent va vers l'économie extérieure. Ça s'appelle la géoéconomie. C'est pour ça que je parle à chaque fois ici de géoéconomie, géostratégie. Je parle de la stratégie et même la géopolitique. Tout cet argent va ailleurs. Et je t'ai dit qu'un business rentable, c'est un business qui est simple. C'est un business qui n'est pas compliqué, c'est un business que n'importe quel idiot peut faire. Mais tu vois donc que là maintenant, le business de l'élevage devient complexe à partir du moment où on commence à industrialiser.
Parce que pour aller faire les poussins, ça relève de la génétique, ça relève de la science. Et cette science-là, aujourd'hui, que ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est les multinationales aujourd'hui. Et ceux qui produisent ces poussins, c'est les multinationales occidentales, appartenant aux particuliers. C'est les investisseurs. Les États n'ont plus le contrôle. C'est pour ça que tu m'entends te dire que les États ont perdu même, n'ont plus le contrôle sur leur souveraineté alimentaire. C'est les multinationales, c'est les investisseurs, et eux, ils sont là pour faire du profit. En ce moment, il y a pénurie de maïs. Pourquoi? Il y a pénurie de maïs parce que les multinationales occidentales font de la spéculation. C'est la finance, c'est les traders, c'est la bourse qui fixe les prix des matières premières. Le maïs, le soja, le blé, le tournesol, le colza, l'orge, le houblon. Eux, ce sont eux qui fixent les prix. Dépendamment de là où le vent souffle, c'est là où ils vont. Tu vois que quand il y a pénurie de maïs, c'est parce que tu as dit que les financiers ont remarqué que le coût du pétrole, lorsque le coût du pétrole monte, lorsque le pétrole est cher, les financiers font quoi? Les industriels font quoi? Les industriels vont plutôt transformer le maïs maintenant, transformer les céréales en biocarburant, en éthanol, afin de pouvoir venir compétir avec le pétrole pour faire du profit. Nous sommes dans un monde de profit. Il faut que vous compreniez le système. Donc pendant qu'on va nous lancer, nous en Afrique, d'aller faire l'élevage de poulet de chair, eux, ils nous tiennent avec ça. Et c'est comme ça qu'on nous déstabilise à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on fragilise nos économies. Parce que nous ne pouvons pas, c'est-à-dire que compétir avec eux. Tu ne peux pas compétir avec quelqu'un qui détient son game. Tu ne peux pas compétir avec quelqu'un qui détient son game. Il faut intégrer ça. Donc c'est un fantasme qu'on a de dire, ben, on va aller produire, on va aussi aller faire l'élevage comme les Occidentaux. On ne peut pas. Parce que l'élevage tel qu'on fait là présentement en Afrique, dites-moi, ça respecte quel nom? Ça respecte quel nom? Parce que si on devait faire l'élevage comme on fait ici en Occident, ils ont les normes. Ils ont énormément de normes. Mais s'il fallait se calquer comme ils font chez nous en Afrique, comme eux ils font ici, on mettrait des éleveurs en prison. Beaucoup feraient la prison. Nous, on va des fois faire l'élevage dans les marécages. On va des fois que nos élevages sont inondés. On va des fois faire sans hygiène, sans rien. On va faire l'élevage en plein centre-ville. On va faire des élevages, c'est-à-dire comme là, avec de 10 000, de 2000 poulets, de 1500 poulets. Mais est-ce qu'on peut compétir avec ça? Est-ce qu'on peut vraiment faire face avec ça? Alors qu'ici en Occident, eux, ils sont sur 50 000 poulets, ils font des 50 000 balles, ils font des 100 000 balles, mais c'est tellement bien structuré parce qu'ils sont accompagnés quelque part. Ils sont accompagnés par leur gouvernement. Le gouvernement, l'État subventionne. En cas de grippe aviaire, l'État vient en aide. En cas de perte, que ce soit que sur le plan, je vais dire, naturel, l'État vient en aide. L'Union européenne aussi vient en aide. Je parle ici du cas de l'Europe. Et c'est pareil aussi qu'aux Amériques, c'est pareil dans tous ces pays développés. C'est subventionné. La recherche est développée. Nous, qui est-ce qui nous subventionne? Quand je vais dire, vous peut-être parler, tu vas peut-être me dire, ah ben Thierry, je connais un milliardaire qui a mis un bâtiment, c'est-à-dire que de 50 000 poulets, de 100 000 poulets. Si la personne n'est pas accompagnée par son État, ce n'est qu'une question de temps. Parce que il suffit juste d'une grippe aviaire. Une grippe aviaire. Tu as un bâtiment de 50 000 poulets. Il faut tuer tous les poulets. Comment tu fais pour remonter la pente? Parce que si tu vas aller faire des bâtiments modernes, pour des bâtiments modernes, il te faut un minimum d'1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est combien? C'est dans les 650 millions de francs CFA. Et tu peux aller comme ça à plus d'1 milliard. Quelles sont les banques qui vont t'accompagner? Qui t'accompagnent? Nous n'avons pas les banques d'affaires. Les banques économiques ne nous appartiennent pas. Et lorsque tu as donc sorti ça, comment tu fais pour écouler tout ça? Donc tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est un secteur qui est très très sensible.
C'est un secteur vers lequel, pour moi, que ce n'est pas rentable. Donc on se doit d'avoir une idéologie. C'est pour ça que j'ai partagé avec l'élevage de poules locales. C'est de commencer petit, mais de viser vraiment très grand. En faisant avec l'élevage de poules locales, tu vois, n'importe quel idiot peut faire ça. N'importe quel idiot peut faire. Tu commences avec 5 poules, 2 coqs. Tu commences avec 10 poules, 3 coqs. Tu vas prendre des planches, tu vas récupérer les matériaux nos déchets, les planches qui sont là. Tu fais avec les matériaux locaux, les bambous. Tu fais une cabane. Tu fais un enclos. Tu mets tes poules dedans. Tu fais là-dessus, je vais même te demander de rentrer en périphérie. Donc, dans nos villages reculés. C'est comme ça qu'on peut faire pour pouvoir occuper, c'est-à-dire que des milliers, voire des millions de personnes. Parce que, c'est-à-dire que le pays, nos différents pays, nos capitales ne sont pas représentatives de nos pays. La majorité de la population est en zone rurale, dans les villages. 70% de la population vivent dans l'arrière-pays. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on peut faire pour pouvoir occuper, c'est-à-dire que la jeunesse. Et ça, tu vois que ça demande, c'est-à-dire une idéologie. C'est une idéologie, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le rapport de force est tel qu'on ne peut pas compétir avec eux. Si on veut, c'est-à-dire avoir notre autonomie, on se doit, c'est-à-dire de développer nos richesses locales. On se doit, c'est-à-dire de faire avec nos forces. On se doit de sortir de ce complexe-là. De penser que non, tout ce qui vient là-bas, c'est meilleur. Non. Et de comprendre que tu ne peux pas venir compétir avec quelqu'un qui a déjà établi ses règles. Eux, ils sont déjà bien assis sur la production du blé, du colza, le tournesol, le blond, l'orge. Ils ont la science, ils savent faire les semences, ils ont développé la mécanisation, ils ont développé la technologie qui va avec, et ils sont avancés sur le processus de transformation. Ils ont le secteur tertiaire qui est la distribution. Comment est-ce que tu peux venir compétir avec eux? Comment est-ce que tu peux venir dire ici que je vais aller produire le blé en Afrique pour venir compétir les Occidentaux? Comment? C'est là où, si tu as les yeux pour voir la réalité, et c'est là où je dis que Donald Trump, à la Maison-Blanche, pour nous, c'est-à-dire que pour nous, Africains, c'est des leçons en termes de géoéconomie, en termes de géostratégie, en termes de géopolitique, en termes de stratégie, en termes de développement. Et quand je parle de développement, je parle de développement sur le plan personnel. Comprendre qu'on doit tout bassiner avec la notion des aides. On doit tout bassiner avec la notion de on nous donne les aides pour nous développer. Que l'aide ne développe pas. Tu as vu, Donald Trump est venu faire comprendre qu'il nous donne de l'argent parce qu'on est obligé de suivre leur agenda. Et tu vois, en ce moment, nous sommes encore sur le coup de l'émotion que non. Ce sont les Occidentaux qui viennent prendre nos matières premières pour aller s'enrichir. Ah, nous avons été victimes de l'esclavage, du colonialisme, du néocolonialisme. Non, j'ai dit le monde, c'est un monde de rapport de force. La vie a été toujours comme ça, de conquête. Même eux ici en Occident. Et nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui en Occident, avec la crise ukrainienne. Tu as vu l'entretien entre Donald Trump et Zelensky? Tu as vu comment que Donald Trump a humilié Zelensky à la Maison-Blanche? Et Zelensky aussi Donald Trump aussi en retour dit que Zelensky a manqué de respect aux Américains. Donald Trump dit, mais Monsieur Zelensky, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas venir, vous n'êtes pas en position de force. Vous n'avez pas les cartes. Donald Trump veut prendre avec les terres rares de l'Ukraine. Donald Trump demande 500 milliards de terres rares. Toi, à la place du président Zelensky, tu fais comment? Tu vas aller brader ton pays? Zelensky dit, mais je demande au moins les garanties.
Qu'est-ce qui me garantit que lorsque je vais donner cette terre-là, que la Russie ne viendra pas encore faire la même chose? Donald Trump lui dit, Monsieur Zelensky, c'est nous manquer de respect. C'est nous qui vous avons aidé. On a donné plus de 350 millions de dollars. On a donné les armes. Si on n'avait pas donné ces armes-là, en 2 semaines même, la Russie allait vous écraser. Et Zelensky dit quoi? Non, je sais. Ce n'est même pas 2 semaines. En 2 jours, la Russie allait nous écraser parce que Poutine me dit ça. Est-ce que tu as vu la subtilité là-dedans? C'est pour Zelensky a compris que Donald Trump est déjà du côté de Poutine. Que Donald Trump est en train de les lâcher. Mais est-ce qu'il va baisser la tête? Est-ce qu'il va, je veux dire, baisser les bras? Est-ce qu'il va brader son pays? C'est ça le rapport de force. À côté, l'Europe aussi est en train de lever les yeux. L'Europe est surpris. Quand Donald Trump dit la guerre va s'arrêter, l'Europe dit, ah, comment? C'est déjà fini. Parce que derrière ça, ils savent qu'ils gagnent de l'argent en finançant, en donnant de l'argent à l'Ukraine. Donald Trump l'a dit, que ce n'est pas des aides. Ce ne sont pas des aides, ce sont des prêts que vous allez venir récupérer. Donc la guerre est aujourd'hui sur les terres rares. Pourquoi tu as dit que c'est terres rares? Parce que ces terres rares-là, c'est des ingrédients majeurs sur tout ce qui est aujourd'hui technologique. Tout ce qui concerne l'armement, tout ce qui concerne l'aéronautique, tout ce qui concerne tout ce qui concerne les satellites, tout ce qui concerne l'automobile, les voitures électriques aujourd'hui. Les voitures électriques. Donc tu vois, quand je parle ici, je parle d'idéologie. N'allons pas faire le business sur le coup de l'émotion. N'allons pas faire le business. Nous sommes encore là à dire, nous sommes des kémites. Nous ne sommes pas africains. Mais quelle est ta vision du développement? Quand tu vas dire que tu es panafricain et que tu dis que non, mon pays est développé parce que j'ai les routes, parce qu'il faut les industries, parce qu'il faut les voies ferrées, parce qu'il faut les avions, parce qu'il faudrait qu'on ait une défense, qu'on fabrique les armes, il faudrait qu'on fabrique les drones, qu'on ait sur le plan de la communication, qu'on ait des satellites, qu'on ait des chaînes de radio, qu'on ait de la télévision, qu'on ait des points de presse, Mais tout ce que tu cites là, tout ce que tu es en train de citer, c'est les ingrédients, c'est-à-dire du capitalisme. Et tout ce que tu es en train de citer aujourd'hui, c'est la paternité des grands groupes agro et des grandes firmes, des grandes industries occidentales en fait. L'État n'a le contrôle sur rien. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tout ce que tu vas citer là aujourd'hui, la finance, les banques, l'industrie de l'armement, l'industrie de la technologie, quand je dis technologie, ici aujourd'hui, tu vois, c'est les voitures, l'automobile, l'aéronautique, les voies ferrées. L'État n'a le contrôle sur rien. Même l'espace aujourd'hui. Tu vois, Elon Musk est en train de conquérir l'espace. Les États n'ont le contrôle sur rien. La science, quand on parle de science, les grandes firmes pharmaceutiques, les grands laboratoires pharmaceutiques. Quand on parle de science ici, la science sur les recherches, la recherche sur les semences, sur la mécanisation, c'est les firmes privées. Vous voyez donc que les États les gouvernements n'ont le contrôle sur rien. Et si les gouvernements n'ont le contrôle sur rien, comment les gouvernements vont faire pour réguler les choses? Parce que le rôle de l'État, c'est de réguler les choses. Le rôle de l'État, c'est de se rassurer que de la bonne gouvernance, que tout le monde puisse aussi jouir du bien commun. Que tout le monde, que le peuple, qu'on puisse bien repartir la richesse. Mais aujourd'hui, comment est repartie la richesse? Est-ce qu'il y a des inégalités? Mais à moi de te dire aujourd'hui que les inégalités, je te le dis froidement, et avec l'idéologie capitaliste, que les inégalités font aussi partie du progrès. Donc nous, en tant qu'Africains, lorsqu'on dit qu'on va faire le business, avec quelle idéologie on va faire le business? Eux, ils ont déjà établi les règles.
Est-ce qu'on va jouer avec leurs propres règles? Mais si on va donc jouer avec leurs propres règles, on meurt dans le film. Vous voyez comment même entre eux, je vais dire des pays qui ont des civilisations qui sont millénaires, des partenaires, c'est-à-dire que de plus de 100 ans, 200 ans. Regarde les États-Unis et l'Europe, ils sont en froid. Parce qu'ils ne s'accordent pas sur le plan économique. Ils sont en froid. Ils sont capables de se diviser. Mais ils sont aussi capables de se retrouver sur d'autres points. Regarde, ils sont divisés. Mais c'est pour nous faire comprendre qu'en relation internationale, il n'y a pas d'amitié. Donald Trump, il vient nous faire voir. Tu vois, il met les taxes. Donald Trump a mis les taxes là pour l'Europe. 25%. En disant que l'Europe a créé l'euro pour venir contrecarrer, pour venir nuire les Américains. Donald Trump a mis les taxes pour la Chine. Donald Trump est en train de mettre les taxes un peu partout. Parce qu'il veut, plutôt, redynamiser l'économie de son pays. Il veut que les investisseurs viennent investir aux États-Unis. Il veut, que redorer le blason des États-Unis. Il a dit, let make America great again. Il a dit, America first. Donc tu vois, il y a comme ça, un repli identitaire. Il y a, un nationalisme. Et nous, les Africains, nous sommes où dans tout ça? Nous avons les matières premières. Nous avons la jeunesse qui est une richesse. Nous avons la population qui est une richesse. Nous avons la superficie qui est une richesse. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Quelle est l'idéologie qu'on met en place? Moi, c'est pour ça que je valorise et je vulgarise les produits du terroir. On se doit aujourd'hui de commencer plutôt à valoriser nos richesses. La richesse est culturelle. On se doit de commencer à valoriser notre richesse. La richesse est ici, c'est-à-dire que sur le plan identité. La richesse est ici sur le plan de l'éducation. La richesse est sur le plan traditionnel. La richesse est sur le plan de la famille. La richesse est sur le plan environnemental. Oui, environnemental, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est technologie crée aussi des dégâts sur le plan environnemental. Oui, aller creuser le pétrole, ça a des dégâts. Aller chercher l'uranium, ça a des dégâts énormes. Aller chercher le coltan, l'or, le diamant, l'uranium, le colbate, l'étain, le cuivre, mais ça a des impacts énormes sur le plan environnemental. Est-ce qu'on tient compte de ça? Tel que nous sommes aujourd'hui, c'est une bénédiction aussi pour nous. Regardez comment l'Occident est. Regardez l'impact sur l'environnement. Regardez les dégâts écologiques. Regardez les catastrophes que nous avons ici à chaque fois. Les pluies diluviennes, les inondations, les vents violents, les sécheresses, les départs de feu. Regardez ce qui se passe en Californie. Oui, c'est parce qu'on est dans la course de la technologie. Et eux, ils ont déjà une certaine longueur d'avance. À nous aussi de faire avec nos forces. C'est pour ça qu'on se doit d'aller développer les cultures comme le macabo, le taro, la banane plantaire, l'igname, le manioc, le sorgho, le mil, les arachis, le fonu, le niébé, les graines de courge, les concombres, ici, les bananes plantaires, le palmier à huile, l'anacade, regardez, l'anacade, le cacao, le café, l'éveilla, le palmier à huile, le poivre, le bitacola, le njangsan. Et venir maintenant faire de ça, c'est-à-dire que notre force. Ce que j'ai cité là, c'est que la liste est exhaustive, il y a énormément de choses. Nos produits du terroir, valoriser ça, vulgariser, c'est avec ça qu'on doit compétir avec eux. Ils vont, c'est-à-dire que nous ramener tel que leurs produits, nous aussi on ramène leurs produits, ça doit être un échange win-win. Mais si vous dites aujourd'hui que vous voulez aller faire du copier-coller, vous mourrez dans le film. Si on va faire le copier-coller, on meurt dans le film parce que le monde, c'est un monde de rapport de force. Aujourd'hui, c'est que sur la table des puissants, c'est celui qui parle, c'est celui qui apporte quelque chose en plus. Je peux répéter, sur la table des décideurs,
celui qui parle, c'est celui qui a quelque chose en plus. Tu as vu, Donald Trump a dit en mondial vision au président Zelensky que tu n'as pas la parole. Tu n'as pas les cartes en main. Nous t'avons donné plus de 350 milliards de dollars. Nous t'avons donné les... Tu n'as pas les cartes en main. C'est nous qui avons les cartes. Et ce que tu es en train de faire là, on peut aller à une troisième guerre mondiale. Zelensky, est-ce qu'il a la puissance? Est-ce qu'il a le pouvoir? Il est en position de faiblesse. Et si nous allons plutôt maintenant dire on va aller adopter leur technologie, on va aller adopter leur mode de consommation, on va aller faire le poulet de chair comme eux font le poulet de chair. Est-ce que nous avons les intrants? Est-ce que nous avons la science qui va avec? La même chose va se faire. Donald Trump nous l'a montré lorsqu'il est arrivé. Il a dit, je coupe l'USAID, je coupe les aides aux pays africains. Vous ne nous avez pas respecté lorsqu'il fallait prendre les décisions concernant la réussite au sommet à l'ONU. Vous avez penché du côté de l'Ukraine, de la Russie, pour que je vous coupe les aides. Il est allé couper les aides frontalement comme ça à l'Afrique du Sud, en disant que l'Afrique du Sud est en train de récupérer les terres aux Blancs. De façon comme ça, c'est-à-dire que là, sans aucune diplomatie, de façon unilatérale, il dit je coupe les aides. Et si nous restons là plutôt à dépendre de ces aides-là, tu comprends que c'est une façon de nous déstabiliser. C'est une manière de nous déstabiliser. Que ça nous déstabilise. Il coupe ces aides. Donc vous voyez que ce ne sont pas des aides, ce ne sont pas des aides en tant que telles. Lorsqu'on est allé creuser, on a vu que ces aides-là ne nous servent même à rien. Donc c'est à nous aujourd'hui de développer nos forces, de développer nos richesses. Et aujourd'hui, comme j'ai expliqué, ces différents départements ne sont même pas contrôlés que par les États. C'est les grandes firmes industrielles. Quelqu'un comme Elon Musk. Tu as vu, Elon Musk, il a Tesla, il a la station telle que la SpaceX. Et là aussi, c'est-à-dire que il a le satellite, qui est Starlink. Mais Starlink aujourd'hui, Elon Musk, c'est lui qui a le contrôle sur son satellite. Il peut te donner la fourniture, il peut te couvrir avec son satellite. Mais du jour au lendemain, il peut aussi te dire que non, je coupe. Il a fait ça à l'Ukraine. Il a donné gratuitement le satellite à l'Ukraine. Lorsque l'Ukraine a perdu ses voies de communication. Mais lorsque l'Ukraine s'apprêtait à aller bombarder la Russie, il a coupé le satellite. Oh, la communauté internationale commence à dire, mais Elon Musk, que c'est un mauvais, il n'est pas sympa, il n'est pas gentil. Il a dit, mais ah bon? Moi, je viens de donner gratuitement, fournir gratuitement la communication. Vous me traitez de mauvais. Mais eux, s'ils allaient bombarder le porte-avions de la Russie, mais ça pouvait créer une troisième guerre mondiale. C'est ce que vous voulez? Les gens ont commencé à dire que non. Elon Musk est du côté de Poutine. Il a dit, bon, du jour au lendemain, il dit, bon, à partir de maintenant, vous allez payer la communication. Vous allez payer la communication. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. C'est ça le rapport de force. Vous allez payer la communication. C'est un particulier qui a ça. Et dans tous les domaines aujourd'hui, c'est les multinationales qui ont le contrôle. Les gouvernements n'ont le contrôle sur rien. Donc vous voyez donc, c'est pour ça que chaque État vient défendre les intérêts de ses capitaines d'industrie. Nous aussi, ce qu'on devait faire, on devait avoir cette philosophie de création de richesses sur le plan local. Avec nos richesses à nous. Et maintenant, on peut aller compétir avec les autres. Parce que si on ne fait pas ça, il y aura que tout ce qu'on appelle le protectionnisme. Parce qu'à grand jamais, tout dirigeant qui se respecte, surtout ici en Occident, ne va jamais laisser que les producteurs, quand je dis producteurs, ce sont les industriels nationaux, soient dominés par une production extérieure. C'est une compétition. Ce que Donald Trump fait, Donald Trump vient défendre les intérêts de son pays. Donald Trump est en train de voir comment la Chine est en train de prendre des parts de marché. Tu sais, la Chine,
Donald Trump a mis les taxes sur la Chine. La Chine a fait quoi? La Chine aussi a mis les taxes. Et la Chine a dit qu'il n'importe plus l'alimentation, c'est-à-dire que les aliments venant des États-Unis. La Chine importait quoi? La Chine importait le maïs et le soja. La Chine importait la viande de porc. C'est un coût dû énorme. La Chine, ils sont combien? Ils sont plus d'1 milliard. Si la Chine dit je ne prends plus le maïs et le soja aux États-Unis, mais c'est un coût dû pour les agriculteurs. C'est un coût dû énorme pour les agriculteurs. Je ne prends plus le porc. C'est un coût dû pour les éleveurs américains. Les Chinois ont compris ça. Mais comment les Chinois ont fait pour en arriver là? Parce qu'ils ont travaillé sur leurs forces. Ils sont restés sur leurs valeurs. Ils ont éduqué, ils ont investi sur l'éducation. Ils ont fait des formations pratico-pratiques, répondant à leur réalité. Ils ont accepté d'être l'usine du monde. Ils ont accepté de polluer leur pays. Ben oui, la Chine aussi, c'est un des pays les plus pollueurs. Parce que si la Chine détient aujourd'hui les matières rares, c'est parce qu'elle, pendant que les autres étaient en train d'assainir leur environnement, eux, ils continuaient à polluer, à aller fourrer, à aller chercher. C'est de ça qu'il s'agit. Et la Chine aujourd'hui a une avance. Et les Américains, les Occidentaux, lorsqu'ils lèvent les yeux, ils se voient en retard en termes de terres rares. C'est pour ça qu'on va en Ukraine. Il faut rapidement aller prendre en Ukraine. Oui, on va prendre en Ukraine parce que c'est toujours bien de polluer les autres. C'est toujours ça. Donc on se doit de faire attention avec cette technologie-là. On se doit de faire attention vers quelle idéologie on va. Oui, je continue à répéter que celui qui va aller faire l'élevage de poulet de chair, sur le coup de l'émotion, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez sur le coup d'émotion, que c'est parce que ça entre en position, en 45 jours, et en 45 jours, on peut gagner des millions. Je vous dis, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur pour tout ce que je viens de citer. Et c'est une grosse erreur sur le plan idéologique. Parce que lorsque tu vas donc faire cet élevage-là, en termes de rapport de force, qui a le pouvoir? Qui est-ce que tu enrichis? Tu enrichis encore les mêmes films, les mêmes pays qui viendront encore te dominer. C'est pour ça que nous sommes dans la récitation. Ah, on n'arrive pas à avancer. Ah, notre pays est ceci. Ah, le pays est machin. On ne se développe pas à cause de ceci. Ah, c'est parce qu'on n'a pas de bonnes routes. Ah, c'est parce qu'on n'a pas de ceci. Ah, tu vois que toute cette énergie-là, on n'a pas le contrôle dessus. Mais pourtant, c'est que si chacun d'entre nous, on essaie d'être un peu rationnel. On essaie un peu d'être... On suit la raison. Chacun se doit d'aller faire, c'est-à-dire que ça part. Oui, je dis, si on n'a pas de bonnes routes, on se doit de commencer même avec les ânes. Ou on se doit même de commencer à marcher à pied. Oui, si le but c'est de voir ton pays se développer, s'il n'y a pas les routes, marche à pied. Est déjà un objectif. L'objectif c'est quoi? C'est développer mon pays. Commence à marcher même à pied. Le fait de marcher à pied, c'est que cette difficulté-là, ça va te transcender, ça va t'amener à pouvoir atteindre ton objectif. Marche à pied. En marchant à pied, on va réfléchir à comment utiliser peut-être les ânes. On va aller élever les ânes et les chevaux pour commencer à marcher, utiliser la calèche. En utilisant la calèche, on va commencer à réfléchir comment motoriser même cette calèche-là. On va motoriser. En motorisant, on va réfléchir même comment faire le vélo. Vous vous rendez compte qu'on est dans les pays où on ne sait même pas fabriquer les rayons. C'est comme ça. C'est la difficulté qui amène les gens à être imaginatifs, à être créatifs. Ce n'est pas le confort. Quand on te donne le confort, donc, tu ne fais plus rien. Ces pays sont développés parce qu'ils se sont développés face à l'adversité, face à la difficulté. Ça te donne, mais ça te rend créatif. Donc c'est comme ça. Et tu dois te rassurer que tes 1 franc, l'argent que tu dépenses, ça va vers l'économie réelle. Et moi, je suis sidéré. Lorsque j'entends comment tu as dit que voilà, la soi-disant, tu as dit que les soi-disant intellectuels, même la diaspora, et même des fois des ingénieurs, des bacs plus 150, lorsqu'ils parlent de la production locale,
il parle de la production locale de façon, c'est-à-dire que méprisante, avec beaucoup de mépris, avec beaucoup de dédain, avec des vocabulaires, mais de bas niveau, de caniveau, quoi. Oui, la production locale est archaïque. La production locale est archaïque. Mais écoutez les expressions. Donc, ils sont là, ils confondent artisanal et archaïque. Et quand on dit artisanat, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. L'artisanat, c'est un segment. L'artisanat, c'est un segment. Donc, pour dire artisanat, ils vont dire archaïque. Et quand tu as donc un vocabulaire comme ça, négatif dans ta tête, comment tu peux te dire que penser être créatif? Nous sommes imbibés de négativité. C'est archaïque, c'est laid. On travaille encore avec la houe. Ah non, c'est trop pénible. Ah non, c'est trop vieux. Ah non, il y a les sorciers. Ah non, il y a les moustiques. Ah non, que non, il y a la jalousie. On n'est qu'omnibué par la négativité. Comment tu peux créer dans la négativité? On ne peut pas aller au village parce qu'il y a des sorciers. Comment tu pourras donc être rentable? Comment tu vas faire dans ton élevage de poulet de chez? Tu vas aller faire l'élevage de poulet de chez en ville? Tu vas aller faire l'élevage de poulet de chez dans les chambres? Tu vas aller faire 50 poules et tu seras riche avec ça. On trouve donc des gens qui vont faire l'élevage en plein centre-ville. Quelle aberration! Tu fais ceci en Occident, on te met en prison. Tu fais ceci en Occident, on ferme et on te donne des amendes. On ne fait pas l'élevage en périphérique, en centre-ville, dans les périphériques, en zone urbaine. Donc nous sommes tellement négatifs. Mais alors que je dis le business, ça passe par le développement personnel. Il faut une certaine fierté de soi. Il faut une estime de soi. Le business, c'est-à-dire que c'est du patriotisme. Oui, monsieur. Tous ces Occidentaux défendent leurs intérêts. Mais c'est nous sommes encore dans l'ordre, c'est-à-dire que des émotions. Des émotions. Tu vas aller commencer à détester ton frère qui fait les choses. Mais il y a un début. C'est artisanal, il y a un début. Et c'est même stratégique parce qu'il faut savoir réduire le coût de production. Il y a ce qu'on appelle le coût de production. Ici, en Occident, beaucoup d'industries ferment. À cause de quoi? Problème énergétique. Le coût de production, c'est l'énergie. C'est les intrants, la matière première. C'est dans l'énergie, si tu as l'électricité, tu as des fois le gaz. Tu as même l'entretien des machines, l'achat des machines, l'entretien des machines, la main-d'œuvre. Et une main-d'œuvre qualifiée, il y a un coût. L'approvisionnement en termes tels que des intrants. Les gens ne te calculent pas ça. Or que quand tu vas faire de façon artisanale, il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire faire. Il y a une connaissance comme ça qu'on transmet de génération en génération. Et oui, à un certain niveau, il y a une réduction aussi même du coût de production. Et il y a, c'est-à-dire que la qualité du produit. On parle des fois, on ne regarde pas aussi l'environnement, le bien-être, l'écosystème. Donc, vous voyez, nous sommes là avec, c'est-à-dire que la disquette des Occidentaux, et on pense, c'est-à-dire être africain ou panafricain, mais on pense comme les autres. C'est pour ça que je viens d'ici, il faut apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Si on ne fait pas cet exercice-là, on ne peut pas avancer. On ne fait pas cet exercice-là, on va faire du surplace. Et on sera là comme des crabes. Quand un va vouloir monter, on va tirer. Parce que si tu ne sais pas avec les règles du jeu, tu joues à quelle règle? Tu joues donc à quel jeu? Tu joues à quel jeu? À tout moment, on te bloque. Pénurie de maïs, ton business s'arrête. Pénurie de soja, ton business s'arrête. Il suffit juste qu'on monte les prix de maïs, ton business s'arrête. Pénurie de vaccins, ton business s'arrête. Pénurie de poussins, le business s'arrête. Mais explique-moi comment ce business est rentable. Tu vas aller construire les bâtiments à hauteur de 10 millions. Et sur une année, tu ne fais que l'élevage que peut-être 2 fois. Explique-moi comment ça peut être rentable. Explique-moi comment tu calcules la rentabilité avec ça. Explique-moi, moi je veux comprendre. Hein. Parce que même ici en Occident,
où ils ont tous ces avantages, les éleveurs ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que j'explique encore là, que le coût de production, les normes, ici en Occident, ils sont menacés, il y a la concurrence déloyale par rapport aux éleveurs, c'est-à-dire que par exemple brésiliens, aux éleveurs néo-zélandais, aux élevages qui viennent dans d'autres pays, où les normes sont allégées, où les taxes sont amoindries. Et ça vient faire du dumping sur les éleveurs, c'est-à-dire qu'on a européens, qui eux ont des bâtiments, c'est-à-dire que respectant leurs normes, les standards, c'est-à-dire occidentaux, chauffés, ventilés, automatisés, électrifiés, avec des charges énormes. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et c'est toi en Afrique qui viendra faire 50 poules et tu vas dire que tu es rentable. On fait ça pourquoi? Pour les algorithmes YouTube ou peut-être parce qu'on vient vraiment relever l'économie du pays. Non, moi je dis qu'on se va dépenser autrement. C'est pour ça que je suis allé faire les produits du terroir. Et je peux te dire, chaque centime que je dépense, ça va dans l'économie réelle de mon pays. Ça va entre les mains des Camerounais. Et je précise même des Camerounais sans distinction. Parce qu'il y a une autre distraction qui vient encore là, où on vient, c'est-à-dire que nous mettre dans la distraction encore du tribalisme. Oui, du tribalisme. Comment on peut se développer? Parce que tout ça, c'est des chemins qui nous freinent. Dans ce développement, il faudrait qu'on soit unis. On forme un bloc. Qu'on soit une nation. Qu'on soit une république. Que c'est la république qui gagne. C'est le pays qui gagne. Ce n'est pas une tribu qui gagne. Parce que si on pense comme ça, même dans 1000 ans, comme j'ai coutume à dire, l'Afrique sera toujours en arrière. Parce que pendant que les autres sont en train de se développer, tel que sur le plan scientifique, technologique, économique, militaire, nous, on sera en train de s'entre-déchirer sur les guerres intestines tribales qui ne nous apportent rien. On sera toujours en train de penser que réussir, c'est venir mentir les nôtres. On sera en train de penser que réussir, c'est-à-dire que ça relève de la chance. Non, que les autres ont la chance, c'est pour ça qu'il faut les jalousies. Que non, les autres ont eu la chance ou sont dans la tromperie, c'est pour ça qu'il faut les jalousies. Ou on va laisser que notre destin aussi entre les mains, comme j'ai coutume à dire, du divin, alors que Dieu nous a tout donné. Je viens dire ici qu'en toi réside le pouvoir, c'est-à-dire que de pouvoir tout créer. Maintenant, utilisons notre esprit de créativité. On ne doit pas toujours être dans le copier-coller. Créons aussi, imaginons. Et l'imagination est sans limite. Et que l'Afrique, c'est un terreau aujourd'hui où on peut tout créer, tout est à faire. Pourquoi on doit venir copier ce que les autres font? Pourquoi? Lorsqu'on vient copier, on ne sait qu'une pâle copie. Tu ne vas jamais dépasser l'original. Alors qu'aujourd'hui, en Afrique, le terreau est vaste, le terreau est grand. On peut tout faire, on peut tout créer. De créer avec nos réalités, créer avec nos forces, créer avec nos richesses. Richesses culturelles, la tradition, les spirituelles, la famille. On se doit de tout mettre. Il faut que ce soit africain, quoi. À partir du moment où tu n'es pas en train de penser africain, quand je dis africain, c'est que tu peux être en train de penser camerounais, penser burkinabé, penser malien. Quand ce n'est pas que tu n'es pas en train de penser africain, tu n'es pas toi-même. Pour ça, tu dois faire corps. Et quand tu es comme ça, c'est en connexion, tu peux soulever l'Himalaya. Quand tu es en connexion avec le terroir, connexion avec les richesses endogènes, les richesses locales, quand tu sais que tu œuvres pour ta nation, tu peux soulever l'Himalaya. Mais le dit ne veut pas dire qu'il faut haïr les autres. Non. Le dit ne veut pas dire qu'il faut détester les Occidentaux. Non, 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 non. C'est de bonne guerre, c'est la préférence. On peut te dire qu'aussi cette fois-ci, comme on dit, la technologie n'est pas quelque chose de secret. On peut te dire que se servir de cette technologie-là, mais adapter maintenant avec nos réalités. Mais à aucun moment, on ne doit être dans la détestation, comme c'est là maintenant, le aide-nous à détester.
on quitte les mains d'un maître pour aller rentrer dans les mains d'un autre maître, tout simplement parce qu'on va détester le nom. Il faut qu'on comprenne le game. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Personne n'est ton ami. Nous devons comprendre ça. Nous, Africains, on se doit de comprendre ça. Donc, quand tu dis que tu vas aller faire l'élevage de poulet de chair, tu ne peux pas dépasser le maître. Tu ne peux même pas gagner par rapport au maître. Et si tu vas t'intéresser à ça, tu seras sous l'emprise du maître. Le maître va te contrôler avec ça. Quand tu vas dire, je vais te dire que le puits de pétrole, si tu commences à faire bip, il bloque ça. Quand il va dire, je veux l'uranium, tu commences à faire bip, il te bloque ça.